Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Eh oui, vos placements, votre argent, c'est notre affaire. On essaie de vous apporter des solutions, des pistes chaque jour pour vous aider à gagner plus d'argent. Et aujourd'hui, notre guide s'appelle Frédéric Durand-Bazin. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Bonjour Frédéric. Vous êtes Frédéric, rédacteur en chef délégué, rédacteur en chef tout court au magazine Le Particulier. Voilà, on va pas vous enlever ça quand même. On va parler de la réforme bancaire aujourd'hui, la réforme bancaire qui est sur les rails en France. Est-ce qu'on s'oriente vers une meilleure protection des clients, enfin ? Alors justement, ce qui est intéressant dans cette réforme bancaire, c'est qu'il y a vraiment deux volets. Il y a vraiment un volet institutionnel qu'on ne va pas aborder là, qui est celle notamment de la séparation des activités bancaires. Et il y a l'autre volet qui concerne plus particulièrement les épargnants. Et c'est là que tout l'intérêt réside, parce qu'effectivement, on va sans doute vers une meilleure protection, pas forcément que des épargnants, mais de l'ensemble des clients des banques. Alors justement, on va prendre les points un à un, les points qui vont pourraient peut-être changer la vie des clients des banques. Avec cette réforme bancaire, il y aura désormais un plafonnement des commissions d'intervention. De quoi s'agit-il ? Alors, la commission d'intervention, c'est une commission qui est facturée à chaque fois qu'un client... Ce sont les agios 2.0, c'est ça ? C'est même les agios 20.0, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'à chaque fois que vous émettez un chèque ou vous tirez de l'argent avec une carte bleue et que vous dépassez soit le montant du découvert autorisé, soit vous êtes déjà en situation débitrice, la banque a deux solutions. Soit elle rejette le paiement, purement et simplement, ce qui conduit quand même des conséquences lourdes, c'est-à-dire que vous devenez interdit bancaire. Soit elle accepte de prendre à sa charge le découvert, mais elle vous facture ce qu'elle appelle des frais de forçage ou des frais des commissions d'intervention. C'est des frais qui sont censés rémunérer l'analyse de la situation individuelle du titulaire du compte. Bon, elle ne le fait pas gratuitement, enfin je veux dire, elle ne le fait pas sans prendre de garantie, donc elle regarde en fait la situation du client qui est débiteur. Bon, ça c'est la théorie, mais en pratique, et ce qui est d'ailleurs dénoncé par de nombreuses associations de consommateurs, notamment l'UFC Que Choisir, ils expliquent quand même que dans 75% des cas, ces commissions d'intervention sont automatisées, elles sont liées à l'utilisation d'une carte bancaire, donc elles ne nécessitent pas, a priori, la facturation de frais. Et combien ces commissions coûtent-elles aujourd'hui aux clients des banques ? Cher, justement. Elles coûtent en moyenne 8 € par commission d'intervention. Et vous serez facturé autant de fois que vous allez émettre des paiements en débit sur votre compte. Donc, ce qui peut conduire au final à avoir des montants quand même assez élevés. Il y a un rapport sur la tarification des services bancaires qui date de juillet 2010 qui explique quand même que dans certains établissements, on peut vous facturer de 30 à 150 commissions d'intervention par mois. Bon, en général, elles sont plafonnées dans leur montant. Enfin, ça fait quand même des montants qui peuvent aller en coût mensuel de 130 à 220 €. C'est quand même énorme. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, que propose la réforme bancaire pour essayer de limiter les frais pour les clients ? Alors justement, la réforme bancaire, ce qu'elle propose, c'est de plafonner ces frais. Et surtout, cette mesure s'accompagnerait en fait d'une obligation pour les banques de proposer à leurs clients des moyens de paiement adaptés à leur situation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, le projet de loi prévoyait de plafonner ces commissions uniquement pour les clients les moins aisés. Mais au cours des discussions de l'Assemblée nationale, parce que le texte a été adopté à l'Assemblée nationale la semaine dernière, ça a été élargi à l'ensemble des clients. Alors, bien entendu, cette mesure, elle a fortement mécontenté l'ensemble des banques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a dénoncé une mauvaise mesure pour les banques, alors pour les clients. C'est assez quand même paradoxal, parce qu'en fait, on veut lui plafonner les frais, et en fait, la banque dit que c'est un mauvais coup porté aux clients. Pourquoi ? Parce qu'elle dit qu'en fait, ça va se traduire par une automatisation des traitements et une augmentation des rejets de paiement. Là, je cite le communiqué qu'a fait la Fédération bancaire française. Mais là où c'est quand même plus cocasse, et assez révélateur quand même, c'est que dans sa deuxième partie de son exposé, la Fédération bancaire explique aussi que c'est une mauvaise mesure pour l'équilibre financier des banques, qui jusqu'à présent leur a permis d'entretenir un réseau d'agences très dense. Donc en fait, c'est un aveu, mais clair, du fait que les banques se finançaient sur le dos de ce type de commission. D'accord. Et si on limite ces commissions, ça veut dire qu'on aura moins d'agences bancaires en gros. Oui, alors là, c'est pour ça que je trouve que l'argument est quand même assez de mauvaise foi. Là où c'est sans doute plus gênant, en fait, c'est que par ce projet de loi, le gouvernement semble entériner une pratique qui, en fait, était quand même à la limite de la légalité. Alors, pourquoi ? La Cour de cassation a, dans un arrêt de 2008, expliqué que ces frais
frais de forçage, hein, les frais de commission d'intervention, ce sont des frais bancaires. Et comme ce sont des frais bancaires, ça doit être intégré à ce qu'on appelle le taux effectif global. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc je reviens à votre histoire de frais 2.0, et qui en fait sont vraiment des frais 20.0. On n'a pas le droit de prêter, une banque n'a pas le droit de prêter plus que le taux de l'usure. Et le taux de l'usure sur les découverts les plus faibles, hein, jusqu'à 1 524 €, c'est 20,30%. Et quand on rajoute, en fait, ces frais de forçage, ces frais de commission d'intervention au montant de découvert, on dépasse systématiquement les frais de l'usure. On peut peut-être d'ailleurs donner un petit conseil à nos auditeurs. Ça fait quasiment mouche à tous les coups. Enfin, je parle d'expérience. Ça fait mouche à tous les coups. Quand on prononce le mot Cour de cassation et usure dans sa banque, généralement, on obtient le remboursement. Mais j'ai peur qu'il faille se dépêcher, parce que si jamais la loi est adoptée en l'état, les banques vont sans doute se réfugier derrière cette nouvelle analyse en disant peut-être que effectivement jusqu'avant l'intervention de la loi on était hors des clous, mais regardez maintenant on nous autorise finalement à vous facturer les frais, même si on vous les limite. D'ailleurs, c'est aujourd'hui le discours des banques, hein, c'est de dire non, c'est pas des frais bancaires, ce sont des on ne sait pas ce que c'est. Donc cette réforme bancaire, elle va améliorer un tout petit peu parce qu'elle va limiter ces commissions, mais elle va pas assez loin. En même temps les légaliser complètement. Mais donc c'est pour ça qu'à mon avis, elle va pas assez loin. Donc on verra ce que dira le Sénat, qui se saisit du projet de loi demain. Bon, il n'y a pas que les commissions d'intervention dans ce projet de loi, non. Et on parle aussi des freins qui entourent tout ce qui concerne la délégation d'assurance. Alors, délégation d'assurance, c'est un gros mot, enfin, surtout pour les banques. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Vous préférez nous vendre le contrat groupe. Hein. Bah oui, alors, délégation d'assurance, ça veut dire quoi? C'est quand vous souscrivez un prêt immobilier, on vous oblige, et ça heureusement, à souscrire une assurance décès invalidité pour garantir en fait le paiement du crédit si jamais vous veniez à devenir invalide, vous perdiez vos revenus, voire si vous décédiez. Jusqu'à l'intervention de la loi Lagarde de 2010, la banque pouvait vous obliger à prendre le contrat groupe. Et le contrat groupe, ça veut dire que c'est un contrat qui est négocié pour l'ensemble des emprunteurs et qui, globalement, est quand même plutôt plus cher qu'un contrat individuel qui est bien calibré en fonction de votre risque. Donc plus vous êtes jeune, normalement, moins ça doit vous coûter cher. Parce que plus vous êtes jeune, moins vous avez statistiquement de risque de devenir invalide, de décéder, etc. Donc la loi Lagarde a autorisé les clients désormais à proposer à leur banque un contrat individuel à condition qu'ils proposent exactement les mêmes garanties que le contrat groupe proposé par la banque. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte à l'usage qu'un certain nombre de freins étaient posés par les banques à la souscription de ce type de contrat. Alors, notamment, les freins principaux, c'était la mise en place de frais. C'est-à-dire que si vous arriviez avec votre contrat individuel, la banque allait vous facturer des frais de dossier, on ne sait quoi, ce qui pouvait conduire quand même à vous facturer des frais très très élevés et donc à renchérir le coût du contrat individuel, ce qui faisait que ça n'avait plus aucun intérêt de le souscrire. Et la réforme bancaire va changer ça? Eh bien, l'idée de cette réforme bancaire, c'est d'interdire purement et simplement ces frais. Ceci dit, je ne suis pas sûr que cette simple réforme améliore sensiblement la situation, parce que hormis les frais, on se rend compte, je pense que vous avez tous emprunté pour acheter votre résidence principale. On se prend dans les dents un gigantesque argumentaire comme quoi on n'est pas couvert sur la même chose. D'abord, que les garanties sont pas équivalentes. Ça, le problème de cette réforme bancaire, c'est qu'elle ne règle pas le problème de ce qu'on considère comme étant les garanties équivalentes. Elle renvoie à une discussion ultérieure entre les professionnels pour qu'ils discutent entre eux en disant, là oui, on est dans le cas de garanties équivalentes, là on ne l'est pas. Donc ça, c'est le premier point. Et puis surtout, de toute façon, on va se heurter à son conseiller bancaire qui va dire « Oui, enfin, vous êtes bien gentil, vous me proposez votre contrat individuel, mais sachez que si vous refusez de prendre le contrat groupe, nous, on refusera de vous concéder un crédit immobilier. Ouais. » Voilà. Donc ça, c'est l'argument principal. La solution, ce serait à la limite de souscrire à leur contrat groupe, mais de pouvoir le résilier quand on veut. C'est ce que réclame justement un certain nombre d'associations de consommateurs, l'UFC à nouveau, effectivement, mais pas que. Alors, une des propositions qui est avancée, c'est de pouvoir souscrire le contrat groupe en même temps qu'on souscrit son crédit immobilier et de pouvoir le résilier dans les 2 mois qui suivent de souscription. Bon, ça, je dirais que c'est un tout petit peu hypocrite.
parce qu'en fait, on sait pertinemment que 2 mois après, on va le résilier, puis le banquier non plus, il n'est pas innocent. L'autre solution qui est prônée, elle, par l'UFC Que Choisir, ça serait éventuellement d'ouvrir, comme pour les contrats d'assurance dommages, hein, pour l'habitation, pour la voiture, c'est d'ouvrir la possibilité d'une résiliation annuelle, donc tous les ans, à la date anniversaire, vous avez la possibilité de reconduire votre contrat ou au contraire de le résilier, à condition, bien entendu, que vous puissiez apporter, vous, votre propre contrat, et donc il n'y ait pas de carence dans la garantie. Oui, donc la réforme bancaire va un petit peu aider les clients des banques sur la délégation d'assurance, mais pas énormément, ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. Malgré tout, l'information sera un petit peu plus transparente ? Alors c'est quand même, voilà, un autre point positif de cette réforme, c'est dire qu'effectivement, le texte prévoit un renforcement de l'information préalable qui est fournie aux clients par l'objet de la création d'un nouveau taux. Alors, on connaissait le taux effectif global, le TEG. Donc maintenant, vous aurez le TAEA, c'est le taux annuel effectif de l'assurance. Donc c'est un outil qui va vous permettre de mesurer le coût réel de l'assurance. Ça vous permettra de comparer les garanties entre elles. Parce que je vous rappelle quand même que... On va voir comment ça évolue. Alors j'espère que oui quand même, parce que aujourd'hui, par exemple, vous avez 2 types de contrats. Vous avez des contrats avec des taux qui sont sur le capital restant dû, et vous en avez d'autres qui sont sur le capital emprunté. Donc déjà, alors forcément, le taux de l'un est plus bas que l'autre, mais comme l'assiette, elle varie dans un cas, elle ne varie pas dans l'autre, vous ne pouvez pas comparer ces 2 types de contrats. Donc grâce au TAEA, vous pourrez comparer le coût des assurances. Bon. Et bon, on espère que ça va quand même... On va croiser les doigts. Oui, que ça aide un peu à fluidifier le marché sur l'assurance. Allez, on continue à parcourir ensemble ce projet de loi qui va également parler d'accessibilité bancaire, c'est-à-dire ? Alors, sachez que depuis 2008, vous avez un droit qui s'appelle un droit au compte. Il est quand même assez fréquent. Alors ça concerne plutôt les populations les plus fragiles. Hein. C'est aujourd'hui, un établissement bancaire peut vous refuser de vous ouvrir un compte sous n'importe quel prétexte. Hein. On est dans une relation de toute façon contractuelle. Donc elle n'est pas obligée de vous vendre et vous n'êtes pas obligé de lui acheter. Donc comme elle n'est pas obligée de vous vendre, elle n'est pas obligée de vous ouvrir un compte. Cette histoire de droit au compte, si vous passez par la Banque de France en disant ben voilà, on m'a refusé l'ouverture d'un compte, la Banque de France va se retourner vers un établissement, bon, en général c'est la Banque Postale, en disant ben voilà, vous allez dans cet établissement et cet établissement va vous ouvrir un compte, je vous le garantis. Et donc effectivement, quand vous activez cette mesure, ça fonctionne. Donc vous avez le droit d'ouvrir un compte auprès de l'établissement qui est désigné par la Banque de France. Mais pour le faire, pour saisir la Banque de France, il faut qu'on vous remette une attestation de refus d'ouverture de compte. Et souvent, la banque ne le fait pas parce que c'est pas obligatoire. Donc en fait, le projet de loi, qu'est-ce qu'il prévoit? C'est de rendre cette convention obligatoire. Et donc, elle devra remettre systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte. Ah bah voilà, quelques avancées quand même. Attendez, ça fait pas mal de choses. Là. Non, ça fait pas mal de choses. Ça fait beaucoup de petites avancées, mais c'est avec des gouttes d'eau qu'on fait des rivières. C'est ça, c'est des petites avancées. Alors, justement, je profite de cette réforme, de cette mesure pour rappeler quand même aux gens que finalement, le principal obstacle à l'ouverture du compte, c'est pas tellement le fait que les banques aujourd'hui, elles refusent de vous délivrer ce fameux certificat, mais c'est surtout que les populations concernées ne sont pas au courant de ce droit au compte. Donc au moins un des avantages de cette réforme, c'est que ça va mettre en avant le fait que oui, vous avez le droit de pouvoir ouvrir un compte, vous vous adressez auprès de la Banque de France et elle va vous désigner un établissement. Ouais. Nul n'est censé ignorer la loi, mais nul n'est censé non plus ignorer ses droits. Oui, exactement. Et notamment en matière bancaire. Il y a quelques cas particuliers qui seront aussi facilités grâce à cette réforme bancaire, notamment pour ceux qui veulent réaliser des opérations sur le compte d'un défunt, ce sera plus facile désormais ? Oui, alors ça, bon, c'est une petite mesure, hein, mais qui va faciliter grandement la vie des personnes au moment du décès d'un proche. Parce qu'il y a quand même toujours un certain nombre de frais à régler, notamment les frais d'enterrement, et tout le monde n'a pas forcément souscrit une assurance décès ou une assurance pour régler ce type de frais. Donc il y avait une pratique dans les banques qui autorisait de prélever la somme nécessaire pour les frais funéraires à hauteur de 3 050 €. Bon, ça n'a jamais eu de base légale, cette somme. Voilà, la loi, elle, va fixer un cadre juridique en disant, oui, effectivement, à partir d'aujourd'hui, sachez que vous pouvez
retirer cette somme à partir d'un moment où ça va servir à régler les premiers frais. Donc ça, c'est la première mesure. Et deuxième mesure, et là, ça concerne aussi les héritiers de succession modestes, donc c'est-à-dire des successions dont le patrimoine est vraiment faible, hein, c'est moins de 5 035 €. Ils auront la possibilité de prélever les sommes d'argent sur le compte du défunt pour payer toutes les factures du défunt. Les loyers, les frais médicaux, les frais d'enterrement bien entendu, et clôturer ensuite le compte après avoir prélevé les derniers deniers. Alors, pour ce faire, jusqu'à présent, on pouvait le faire, mais il fallait présenter un certificat d'hérédité. Sauf que le certificat d'hérédité, depuis 2007, c'est les maires qui sont censés le délivrer. Et en fait, on s'est rendu compte à l'usage aussi, pareil, que les maires ne le faisaient pas toujours. Donc, là, petit détail, mais qui va quand même faciliter la vie des gens, on pourra présenter désormais un acte de décès au certificat d'hérédité. Ça permettra quand même de régler comme ça tout ce type de problème. Dernier point qu'on évoque ensemble, le désendettement, le surendettement, qu'est-ce qui est prévu ? Alors, la procédure de traitement du surendettement... Cédric, par exemple, qui est surendetté en ce moment. Oui, une fois qu'il aura... Aujourd'hui... Donc, Cédric est Chypre, hein. Oui, chypriote, c'est ça. D'ailleurs, il est chypriote, donc c'est normal. Voilà. Donc l'idée, c'est d'accélérer quand même la procédure de traitement. Alors ça avait été accéléré une première fois par le biais de la loi Lagarde, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette procédure de surendettement, il y a toujours une phase de négociation qui est là pour mettre en place un plan conventionnel de redressement. Et en fait, on s'est rendu compte, pareil, à l'usage, que cette phase de négociation, elle échoue systématiquement ou quasi systématiquement, tout simplement parce que les établissements, ou en tout cas les créanciers, refusent d'abandonner tout ou partie des sommes que le client leur doit, enfin le surendetté leur doit. Donc ça veut dire qu'on perdait du temps, parce que cette phase de négociation, ça dure entre 3 et 9 mois. Donc, qu'est-ce que prévoit aujourd'hui la loi ? Elle prévoit de shunter directement la phase de négo, dès lors que, en fait, la personne concernée est dans une situation telle que, de toute façon, la mise en place d'un plan d'échelonnement des dettes ne servira à rien. Donc, on passe directement à la phase de règlement et d'annulation des dettes. Pour cette réforme bancaire là, qui est en cours d'examen au Parlement, on lui met quelle note ? Pour l'instant, on lui met une petite moyenne. On lui met une petite moyenne, peut mieux faire, hein, j'ai envie de dire, peut mieux faire, mais effort méritoire. Effort méritoire. C'est bien. Merci Frédéric, vous restez avec nous ? Ok. On va répondre ensemble aux questions de nos téléspectateurs, ce sera dans 10 minutes. Envoyez-nous toutes vos questions sur votre argent, n'hésitez pas sur notre site bfmbusiness.com.